On a déjà pris un moment pour réfléchir à notre langue, le français. Comment on la perçoit au fond? Est-ce qu'on l'entend ou bien est-ce qu'on la voit? C'est vraiment ça la question qui va nous guider aujourd'hui. OK, alors, faut savoir qu'il y a un monde de différence entre les langues qu'on appelle phonétiques, comme la nôtre, et les langues idéographiques, comme le chinois. C'est pas juste une autre façon de parler, c'est une façon complètement différente de faire appel à nos sens. Et regardez ça, c'est l'exemple parfait. Le mot français amour, on le traite avec nos oreilles. C'est une suite de sons. Mais le caractère chinois pour le même mot ai, lui, il est d'abord capté par nos yeux. C'est une image. D'un côté, on entend, de l'autre, on voit. Pour que ce soit encore plus clair, prenons poisson et son caractère ya. En français, c'est un peu un puzzle de sons. T-O-I-S-S-O-N, ça fait un son qu'on a appris à associer à l'animal. En chinois, pas du tout. Le caractère est une image directe. L'œil voit une forme qui ressemble à un poisson et voilà, le sens est là. Mais alors, d'où vient cette langue si visuelle? Eh bien, la réponse est vraiment simple, presque poétique. Les tout premiers caractères, ce n'étaient pas des mots, c'était carrément des dessins. Les gens qui ont inventé ça n'ont pas cherché compliqué. Ils ont juste regardé autour d'eux et en dessiné ce qu'ils voyaient. Les pics d'une montagne, les disques du soleil, le courant d'une rivière. L'écriture, à la base, c'était une peinture du monde. Et c'est ça le point le plus important à retenir. Pour eux, peindre, c'était comprendre. En dessinant une chose, on ne faisait pas que la représenter, on capturait son essence, on la comprenait vraiment. Et cette idée-là ne s'appliquait pas juste aux choses immobiles, non, ça servait aussi à saisir le mouvement, la vie, le galop d'un cheval, le vol d'un oiseau. Le caractère devenait un instantané, un moment de vie qui était figé à jamais dans l'encre. C'est bien beau tout ça, mais comment est-ce que des dessins vieux de plus de 3000 ans ont bien pu survivre jusqu'à nous? C'est là que l'histoire devient complètement folle. Un vrai drame historique. Bien avant qu'on invente le papier, l'écriture était gravée. Gravée sur quoi? Sur des carapaces de tortues et des os d'animaux. C'était pas pour écrire des listes d'épicerie, là. Ça servait au roi pour la divination et pour garder les archives de l'Empire. Mais quand la dynastie est tombée, ces trésors ont été enterrés, puis oubliés. Et des siècles plus tard, des fermiers les ont retrouvés. Sans savoir ce que c'était, ils ont cru avoir trouvé des os de dragon et ils les ont vendus à des pharmacies pour être broyés en poudre médicinale. Le choc! Imaginez des archives d'une valeur inestimable réduites en poudre pour soigner des maux de tête. Jusqu'en 1899, quand un savant a remarqué des gravures étranges sur son remède. Et là, il a compris, ce n'était pas un médicament, c'était la plus vieille écriture de Chine. Et l'ampleur de la découverte est explosive. Regardez bien, plus de 150 000 fragments trouvés. Ça a permis d'identifier environ 5 000 caractères différents. Mais le vrai vertige, c'est ici. Sur ces 5 000, on en a déchiffré moins de 2 000. Ça veut dire qu'il y a plus de 3 000 caractères qui restent un mystère total. Maintenant, ce qui est vraiment fascinant, c'est que toute cette histoire ancienne, qui semble si lointaine, a un lien direct et assez surprenant avec le Canada. Il faut qu'on parle de James Mellon Menzies. C'était un missionnaire canadien qui vivait en Chine au début du 20e siècle. Il a tout de suite compris l'importance de ces os et il a passé sa vie à les collectionner pour les sauver de la destruction. Et c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, une des plus grandes collections d'os oraculaires au monde, en dehors de la Chine, se trouve juste ici, au Musée royal de l'Ontario, à Toronto. On parle d'environ 6000 pièces. D'ailleurs, un historien interculturel a dit une chose très juste. Pour le public québécois, cette collection au Rhum, c'est la porte d'entrée la plus directe pour comprendre les origines de la civilisation chinoise. C'est une partie de l'histoire du monde à notre portée. OK, maintenant qu'on a vu l'histoire, allons voir la logique, le génie derrière ces caractères. Parce que ce ne sont pas juste des images, ce sont de véritables petites œuvres d'architecture. Écrire en chinois, c'est un peu comme être un architecte. Prenez le caractère pour personne, Jean. Le premier trait, c'est la poutre de soutien principale. Le deuxième vient s'appuyer dessus, comme une contrefiche qui solidifie la structure. C'est un équilibre parfait. Et cette architecture-là, elle donne une garantie visuelle. Le caractère pour 3, 100, est stable parce qu'on voit son équilibre. Comparez ça avec notre mot 3. Il tient seulement parce qu'on a mémorisé le son. Le caractère chinois, lui, se tient tout seul, visuellement. Mais ça va plus loin que les simples dessins. Les caractères sont faits de blocs de construction, qu'on appelle des radicaux. C'est un peu comme des Legos du sens. Par exemple, le radical veut dire l'eau. Quand on le voit dans un caractère comme jiang ou ka, on sait tout de suite que ça a un rapport avec l'eau, comme une rivière. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant.
En essayant de comprendre cette langue visuelle, on se met à voir notre propre langue, le français, d'une toute autre manière. C'est comme un miroir. Et cette image, elle résume tout. C'est comme si une porte magique venait de s'entr'ouvrir, nous invitant à découvrir que le langage, ce n'est pas juste quelque chose qu'on lit, c'est quelque chose qu'on peut aussi voir et même contempler. Maintenant, à votre tour, dessinez la montagne.